Delphine Brard est directrice de la stratégie et de la communication de l'association La Vie Active. Alors si vous n'êtes pas nécessairement dans le Nord, sachez que La Vie Active, ce sont 4000 salariés, 90 établissements principalement basés dans le Nord-Pas-de-Calais mais aussi en Île-de-France, et tout cela au service des personnes vulnérables, que ce soit des enfants, des personnes en situation de handicap, du grand âge ou même dans l'humanitaire. En somme, c'est une très très belle association que Delphine représente. Et croyez-moi, pour en diriger la stratégie et la communication, il faut une sacrée badass. Eh bien ça tombe bien, badass rime avec Arras et Delphine, vous l'avez compris, assure comme une brute. Je m'explique. Passée en ministère, en préfecture, depuis 2018, Delphine dirige la communication et la stratégie de l'association et elle fait bouger les choses, c'est le moins qu'on puisse dire. Cet épisode, c'est du lourd et il va vous faire changer de regard sur le monde associatif et particulièrement dans le médico-social. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et comme vous l'imaginez, ce fut un plaisir d'interviewer Delphine, qui est aussi professionnelle que pleine d'humour. Et bien évidemment, elle est à l'image de la signature de marque de l'association La Vie Active, à savoir humaniste et fraternelle. Très très bonne écoute en compagnie de Delphine, directrice de la stratégie et de la communication de la magnifique association La Vie Active. Ah, dernier point, avant que vous n'écoutiez l'interview de Delphine, vous pouvez soutenir l'association. Le lien est en métadescription et je vous rassure, pour adhérer à l'asso, il ne faut que 20 petits euros. Pour certains, c'est beaucoup, mais j'espère que pour vous, les auditrices et auditeurs du décodeur, ce sera un joli geste que vous ferez. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Delphine. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Alors Delphine, nous allons parler associatif, évidemment communication. Nous allons parler de La Vie Active. Ouh là là, la structure que tu représentes. Mais avant de commencer, que tu nous dises tout simplement qui tu es, parce que tu as un très très riche parcours, assez surprenant. Est-ce qu'il fait beau du côté d'Arras ? Oui, j'ai des questions réellement stratégiques d'emblée. Dans le Pas-de-Calais, il fait aussi beau et aujourd'hui, il fait beau. Donc, je suis actuellement directrice de la stratégie et de la communication dans l'association La Vie Active. Mon parcours, j'ai d'abord commencé dans les services des différents ministères, que ce soit au service du Premier ministre, au SIG, au ministère de la Santé, de la Défense, à la Direction générale de la Santé. Je suis après partie en région, à l'ARS, puis en préfecture, et je suis maintenant donc à La Vie Active, qui est une association du secteur social et médico-social, avec 4000 salariés et 7 secteurs d'activité. Oh là 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 là. Alors merci pour cette présentation extrêmement brève, parce que j'avais peur que l'on fasse tout ton CV, et Dieu sait s'il est complet. Donc chers amis, chères auditrices et auditeurs, vous irez voir le LinkedIn de Delphine Brard, mon invité, de manière à ce que vous compreniez que c'est réellement du lourd. Alors tu commences au SIG, à la communication, donc ça jusqu'ici tout va bien, environ 3 ans si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça Delphine ? C'est bien ça. Et puis après, tu pars dans d'autres choses. Alors, bon, on va passer vite fait sur les anciens combattants, mais tu pars dans d'autres ministères. Comment se fait-il que tu aies commencé, dans la communication, que tu sois depuis bientôt 7 ans directrice de la stratégie et de la com de La Vie Active, mais entre-temps, je ne vais pas dire que tu t'es perdu dans la com, parce qu'on fait toujours de la com dans ce que tu fais. Enfin, hors de com, pardonne-moi, tu t'es sorti de notre beau pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as une expérience extrêmement riche. Il n'y a que jamais de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous, et tu es passé par l'ARS, tu es passé par Calais à la préfecture, et on va en parler évidemment, parce que ça, c'est du très, 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 très lourd, et franchement, c'est tout à fait honorable et c'est admirable, tout simplement. Mais tu commences comment ? Au SIG, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux faire de la communication à la base ? Tu veux faire de la politique ? Explique-nous, Delphine, explique-nous, s'il te plaît. La France a besoin de savoir. Alors, donc moi, j'ai un DEA de sociologie politique et après un DESS, pour les vieux, un master communication politique et sociale. Et donc, je m'étais intéressée à la canicule d'août 2003 sur la gestion de crise. La gestion de crise me passionnait.
Et j'ai commencé en tant que stagiaire au SIG sur la crise. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. On était en pleine crise de la grippe aviaire. Tous les oiseaux mouraient sur Paris et on appelait les secours. Et donc, de stagiaire, j'ai été embauchée là-bas sur la gestion de crise et plus largement sur les risques majeurs. Donc, c'était passionnant. On traitait de la communication de crise des attentats, de la pandémie grippale, du nucléaire, enfin tous les gros risques. Et en fait, quand tu travailles au service d'information du gouvernement, tu travailles avec l'ensemble des ministères. Et c'est comme ça que je me suis fait un carnet d'adresses et surtout des collègues avec qui je m'entendais très bien, avec qui je travaillais très bien, qui m'ont proposé après d'aller dans d'autres ministères. Et c'est comme ça que je suis passée, par exemple, aux anciens combattants et à la défense, où je m'occupais aussi de la réserve militaire. Et puis après, en cabinet ministériel, tu connais, il y a des remaniements. Ça, c'est compliqué quand on est contractuel. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux pointer à Pôle emploi. Et voilà. Et donc, c'est comme ça. Après, tu te fais un réseau. La personne qui était avec toi part dans un cabinet. Il y a un lien de confiance, tu la suis. Et de fil en aiguille, tu fais différents ministères. Ceci explique donc cela. Donc, merci encore une fois d'avoir été aussi clair sur ce très très beau parcours. Alors, on n'est qu'au début de ton parcours et on va évidemment parler de la vie active qui va être, bien entendu, tu l'as compris, le fil rouge de notre entretien. Mais ce qui veut dire que tu n'étais pas fonctionnaire, tu étais contractuel. Donc, quand on est contractuel, comme tu l'as dit très justement, remaniement ministériel, on change de ministre. Donc, écoute, il va falloir partir ailleurs, aller voir ailleurs, aller voir à Colombey s'il y a 2 églises, par exemple. Et au final, en 2010, tu deviens conseillère technique au secrétariat d'État chargé de la santé. On est en 2010, donc c'est sous Monsieur Sarkozy. Est-ce que tu as travaillé avec la formidable Roselyne Bachelot ? Alors non, nous on était, c'était le secrétariat d'État était attaché à cette époque-là à Xavier Bertrand, qui était ministre du Travail et de la Santé, et Roselyne Bachelot à cette époque-là était ministre des Solidarités. Alors toutes mes excuses, et finalement un homme du Nord comme Xavier, et qui en plus lui aussi apprécie beaucoup les compas et les équerres comme moi. Donc félicitations à lui. Donc un homme que j'apprécie, et je tiens à te le dire, c'est absolument sensationnel. Est-ce que c'est ça qui t'a fallu dans le nord de la France, parce que lui-même est de là-bas ? Non, pas du tout. D'accord. Bon. Alors les supputations. Rien à voir. Bon, alors chères auditrices et auditeurs, on est en train de parler de Xavier Bertrand qui a failli être Premier ministre. Peut-être le redeviendra-t-il à la place de Monsieur Barnier. Je ne sais pas. Bref, Xavier Bertrand, c'est un homme du Nord qui fait un excellent travail dans le nord de la France. Et Delphine est à Arras, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous l'avez bien compris. Donc je pose beaucoup de questions. Je me trompe sur les ministres. Ce sont des choses qui arrivent. Et chose plus importante aujourd'hui, tu es depuis bientôt 7 ans la directrice de la stratégie et de la communication de la vie active. Alors, tu as présenté très brillamment la vie active. Ce sont 4000 salariés, donc c'est la World Company. Donc, tous ceux qui ont des startups et qui sont CEO de je ne sais quelle connerie, ils vont vite comprendre que la vie active, ça joue vraiment dans une autre cour. Et c'est une association dans le médico-social qui plus est. Donc, c'est un petit peu remettre l'église au milieu du village et faire comprendre que toi, avec ta start-up qui a levé 300 000 €, tu n'es rien à côté de la vie active. Et je te dis bravo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette histoire de stratégie, s'il te plaît ? Parce que j'ai l'impression que tu es DIRCOM, mais que tu es bien plus que DIRCOM également. Alors, déjà, c'est le positionnement de mon poste. C'est une création de poste à la base. C'est-à-dire que dans le secteur social et médico-social, la communication, c'est un peu nouveau. Et donc, t'imagines qu'une association qui est aussi grande que celle-ci, elle a attendu 2018, alors qu'elle a été créée en 1964, pour avoir un poste dans la communication. Ils voulaient le positionner directement au COMEX, au sein du comité exécutif, donc bâtir toute une stratégie de communication et de stratégie en lien aussi, étant donné mon parcours, avec les institutionnels, puisque la partie militante, c'est une association très militante, la vie active, pour ceux qui nous connaissent. Et donc voilà, d'où cette partie aussi stratégique qui m'incombe. Donc ce côté stratège est fondamental. La communication, tu la connais bien, et évidemment, puisqu'on a dit que tu as travaillé au SIG. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, tes fonctions ? Alors, en tant que DIRCOM, sachez-le, Delphine mouille énormément le maillot, car sur la chaîne TikTok,
de la vie active, vous pouvez voir son équipe et vous pouvez également voir Delphine qui, je crois que tu mérites l'Actor Studio, à peu près. En termes de comédie, tu es très très forte. Tu as peut-être une chance, tu peux peut-être travailler un jour avec Robert De Niro si Dieu lui prête vie dans une dizaine d'années, parce que je crois que là, à ce niveau-là, Delphine, ça mérite un César. On parlait de communication interne. Tu en fais souvent référence dans tes podcasts et s'amuser avec les personnes du siège de la vie active sur des scénarios un peu improbables, tirés aussi de faits réels, notamment pour toute la partie qui concerne les enfants et la gestion des enfants quand on est au travail, qu'on a des réunions et que voilà, il y a un peu de tout. Ça met en scène des situations un peu rocambolesques de la vie réelle. Voilà, donc c'est aussi une façon c'est de la qualité de vie au travail, j'ai envie de te dire. Oh, écoute, c'est magnifique, la QVT au travail dans une association médico-sociale. À travers des TikTok. Oh là là, et à travers de TikTok. Alors, non, évidemment, on plaisante, mais évidemment, vous l'avez compris, c'est plutôt très drôle. Ça met aussi en exergue ce que fait le service communication et ce que fait aussi la vie active, parce qu'il n'y a pas que des choses drôles, il y a aussi des jeunes qui sont mis en exergue. Et d'ailleurs, on aurait peut-être dû commencer par ça, et j'aurais dû commencer par ça. Delphine, la vie active, tu l'as dit, c'est 4000 salariés, majoritairement dans le nord de la France, mais ce sont surtout 7 secteurs. Je vais les citer. C'est le travail, c'est évidemment l'enfance, que tu viens d'évoquer. Ce sont les adultes handicapés, ce sont les personnes âgées, le social, l'humanitaire et la formation. Donc, on comprend mieux pourquoi il y a 4000 salariés. Ce sont plusieurs EHPAD pour nos aînés. Est-ce que tu peux présenter, s'il te plaît, en quelques mots, bien mieux que moi je ne l'ai fait, la vie active pour qu'on comprenne bien où on est et que les gens ne soient pas uniquement obnubilés par les 4000 salariés, même si c'est tout simplement la classe. Donc c'est plus de 90 établissements et services qui sont majoritairement dans le département du Pas-de-Calais. Nous avons 3 EHPAD en Île-de-France et donc on s'occupe de toutes les personnes vulnérables, que ce soit des personnes migrantes, que ce soit des enfants. On a une crèche pour tout ce qui est secteur handicap, les personnes âgées, le secteur travail, les ESAT, qui sont très importants, où effectivement dans TikTok, ils sont mis en avant. Le secteur social, tout ce qui est précarité, où on voit en ce moment que ça explose. Quand tu parlais de la fonction stratégie, ouais, c'est aussi nous faire entendre sur ces différents points. Donc c'est l'humain. Voilà, si je devais présenter l'association La Vie Active, c'est avant tout les personnes vulnérables et les humains dont on s'occupe de tout âge, de 0 à 120 ans. Eh bien écoute, la signature de La Vie Active, c'est humaniste et fraternel. Je ne peux évidemment qu'adhérer pour plein de raisons que j'ai très brièvement évoquées. Mais en tout cas, merci encore une fois pour cette présentation qui est extrêmement claire. Alors justement, création de postes. Il y a peu de temps, au bout de plus de 50 ans d'activité et d'existence de La Vie Active. Alors, tu as un parcours en ministère, tu as travaillé à la préfecture à Calais, tu as travaillé aussi à l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé dans les Hauts-de-France, donc près de chez toi. Et aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien ? Parce que tu ne fais pas que des TikTok, il n'y a pas que des posts LinkedIn, surtout le lundi, qui sont rigolos, parce que la page LinkedIn, elle est extrêmement bien suivie, il y a plus de 8000 personnes qui suivent votre page. Mais c'est quoi ton quotidien, entre guillemets, parce que je sais qu'aucun jour ne se ressemble, mais c'est quoi ton quotidien, Delphine, de DIRCOM et de la stratégie de La Vie Active ? D'abord, c'est gérer une équipe qui est 2 chargés de communication, une alternante et j'ai toujours un stagiaire. Comme tu le sais, je travaille beaucoup avec l'école Jules Catoire, l'école des élèves sourds et muets. Donc voilà, donc c'est faire le point, distribuer le travail, gérer tous les événements parce que quand tu as 90 établissements et services, par exemple la semaine dernière, on avait des inaugurations, on avait des conventions, des signatures, donc pas mal d'événementiels, tout ce qui est communication interne, les magazines, tout ce qui est réseaux sociaux. On a une page Facebook qui fonctionne très très bien. Donc ça, tu as vraiment la partie com. Je fais de l'éthique qui me prend aussi énormément de temps. C'est-à-dire qu'on enregistre des podcasts, on fait des colloques, on fait des films. Tout ça, ça s'anime et ça demande énormément de travail. Et puis, de temps en temps, on organise aussi la défense de la mise en avant de tout ce qui est personnes vulnérables. Pourquoi on se bat aujourd'hui et ça, pareil, ça prend énormément de temps de réunir. Et ça, c'est un peu mon parcours au service d'information du gouvernement où tu travailles avec l'ensemble des ministères. C'est travailler avec l'ensemble des associations des Hauts-de-France pour qu'on soit plus fort
et faire entendre notre voix sur les personnes que l'on défend. Qu'est-ce que tu as pensé avec ce gouvernement Barnier? Alors nous sommes en décembre, hein, à l'heure où nous enregistrons. Peut-être que dans quelques jours, Mimi et sa bande ne seront plus là. Mais qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'il n'y avait plus de secrétaire général aux personnes handicapées, par exemple? Bah, c'est un éternel recommencement, si tu veux. On parlait des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, où on symbolisait la diversité, Mmh. le handicap, la vulnérabilité. Premier ministère qu'ils oublient les personnes handicapées, des situations de handicap et bah, c'est malheureux. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on oublie un peu, voilà, la page se tourne, les médias sont plus là et il manque le ministère en charge du handicap et c'est triste. Je suis bien d'accord avec toi, surtout que ça faisait de très nombreuses années qu'il n'y avait pas réellement de discussion quant au handicap, hein. On va dire que déjà la loi de février 2005, initiée par Jacques Chirac, qui était lui-même concerné, hein, comme beaucoup de politiques, hein, parce qu'il y avait le général de Gaulle auparavant, en tout cas on savait qu'ils avaient des enfants en situation de handicap, donc avait fait un petit peu avancer les choses grâce à Feu Chichi. Mais là c'est assez surprenant, et comme tu le dis, ça tombe d'autant plus mal que nous avons passé un très bel été au son de la diversité et du handicap grâce à ces magnifiques JOP. Donc c'était assez surprenant. Bref, j'espère que tout ça va rentrer vite fait dans l'ordre. C'est rentré dans l'ordre, hein. On a quand Ah même bon? un ministre en charge du handicap, hein. Ah mon Dieu, je ne le savais même pas. Eh bien, honte à moi. Oh là là. Eh bien, écoutez, chers auditrices et auditeurs, je suis exactement comme beaucoup de Français, exception faite de Michel Barnier et de Bubu Retailleau, c'est-à-dire Bruno Retailleau, qui fait beaucoup de bruit parce que c'est normal, c'est le ministère de l'Intérieur. Je n'ai aucune idée de qui fait quoi dans ce magnifique, ce gouvernement Barnier qui compte quand même 41 personnes. Alors, sache que le secteur du social et du médico-social a hurlé quand même au scandale. Ça a été écouté et donc ils nous ont quand même mis un ministère. Ah, félicitations. Alors, de qui gère ce ministère? C'est Paul Christophe, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, Paul Christophe, que l'on salue, Monsieur Christophe, Monsieur le Ministre, félicitations, je n'avais aucune idée de votre existence jusqu'à aujourd'hui, et peut-être que au moment où nous diffuserons ce podcast, malheureusement, vous ne serez plus en poste. Espérons que vous soyez remplacé. Bon bref, excusez-nous, on ne va pas parler politique parce que c'est pas l'objectif du décodeur de la com, parler comme politique, why not, mais en tout cas, c'est pas l'objectif. Delphine, je voudrais revenir à la communication. Comment se fait-il que pendant plus de 50 ans, la vie active n'ait pas eu de DIRCOM? Bah, ça, c'est révélateur de la place accordée à la communication par les associations du secteur social et médico-social. C'est-à-dire que c'était pas leur priorité, loin de là. Ça ne l'est pas forcément encore aujourd'hui, de montrer, de valoriser toutes les actions qui sont réalisées par leurs professionnels, comment ils mettent en place, en avant, comment ils accompagnent les personnes accompagnées. C'était pas une priorité, c'était pas dans leur culture. Ça, il faut vraiment qu'on l'intègre. On part de très loin dans le secteur social et médico-social. On ne se valorise pas assez. On ne valorise pas ses actions, on ne montre pas ce que l'on fait et résultat, bah, l'image, du social et médico-social, on en avait discuté, elle est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Elle est pas à la hauteur de la joie de vivre, du secteur du handicap, des personnes âgées où on se marre vraiment bien et voilà, c'est un peu une image, vieillotte, tristoune qu'on a alors que c'est tout l'inverse. Et justement, quand tu as été nommée directrice de la communication et de la stratégie, donc il y a bientôt 7 ans, en 2018, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, waouh, c'est une super opportunité, ou au contraire, tu t'es dit, mon Dieu, je sens que je vais galérer comme une folle? Quand on part d'une page blanche, c'est toujours plus facile. Tu le sais, en gros, tu fais ce que tu veux, il y a pas d'historique, et donc tu mets ta patte. Quand tu parlais de LinkedIn et un peu de l'humour, qu'on essaie de mettre en place, tu insuffles un peu, ta propre patte, donc ça, c'est plutôt agréable. Après, comme je te l'ai dit, il y a aucune culture de la communication, donc c'était montrer aux directeurs, aux établissements, aux professionnels l'intérêt de mettre en avant ce qu'ils font. Et il y avait une vraie peur, c'est-à-dire que, c'était: «Mais, comment on va le prendre? On va se faire insulter, on va se faire moquer et si on nous dit que c'est pas bien ce qu'on fait?» Donc la première chose que j'ai fait, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allée dans chaque établissement porter la bonne parole de la communication pour leur dire: «Mais si, c'est important de montrer ce que vous faites», de même pour les personnes, qui vous accompagnent, les familles, enfin sortir, et ça, c'était nouveau, mais il a vraiment fallu casser les appréhensions. C'est-à-dire que tu partais vraiment de très très loin,
Je ne m'attendais pas à ça. Je savais évidemment que dans le secteur médico-social, dans l'associatif, la communication, exception faite de quelques assos qui brillent par justement leur communication très très forte, très punchy. Mais en général, bon, la communication, on travaille et puis on verra si on a le temps de faire de la communication, ce qui veut dire on ne communique jamais. Mais là, tu es parti quand même d'extrêmement loin. C'est-à-dire que quand tu allais voir les dirigeants d'établissements, ils ont eu peur de se faire insulter. Enfin, on est en 2018, on n'est pas en 78. Ouais, alors moquer, peut-être pas insulter, mais qu'on se moque, qu'il y ait des critiques, voilà. Enfin, c'est un peu l'image du réseau social X, tu sais, où c'est très agressif. Oui. Et aujourd'hui, bah non, en fait, on se rend compte que sur notre, par exemple, la page Facebook, où on a plus de 14 000 followers, les messages qui pourraient être critiques, il y en a un tous les 6 mois. Le reste, c'est très, très bienveillant. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas, quasiment pas, que c'est infinitésimal. Quels ont été tes arguments justement pour convaincre tout ce beau monde de passer à la modernité, à la communication ? Je les ai rassurés en disant que, il y avait, une équipe qui était très réactive, que s'il y avait un commentaire, c'est vraiment la peur des commentaires négatifs, hein, qui leur fait peur de franchir le pas, qu'on était là, qu'on réagirait très vite et effectivement, dès qu'il y a un truc, on m'envoie un texto, c'est changé, dans les 5 minutes, voilà. Mais de toute façon, le problème ne s'est pas posé puisque comme je te l'ai dit, les commentaires négatifs sont vraiment rarissimes et donc petit à petit, ils ont pris le pli, de nous envoyer des photos, de mettre en valeur ce qu'ils font. Il y a eu de la pédagogie. Je ne te cache pas, que les premières photos qu'on a eues étaient, je vais le dire cash, elles étaient toutes moches. Hem Parce qu'on peut pas aller sur les 90 établissements et services, tu sais, prendre des photos. Aujourd'hui, avec un bon téléphone, tu fais des très belles photos et ce que j'essayais de leur dire, la première chose, c'est n'envoyer les photos que, vous-même, vous enverriez à votre famille. C'est pas prendre une photo pour communiquer et voilà, on se fait plaisir. C'est vraiment mettre en valeur les personnes que l'on accompagne, mettre en valeur les professionnels. Donc s'il y a des personnes âgées, qui sont pas mises en valeur, qui sont pas belles et ben, on refuse les photos, on les dégage. Il est hors de question que je mette, une photo, d'une personne qui serait pas, à son avantage. Est-ce que justement, et là nous sommes au tout début parce que tu as rassuré tout le monde de par la réactivité, de par le fait qu'il n'y a quasiment pas de messages négatifs, donc c'est vraiment encore une fois, Je le savais répète. pas, hein. Désormais tu le sais, depuis bientôt 7 ans, tout de même, mais mais pour qui tu passes finalement au début ? Est-ce que tu passes pas, pardonne-moi l'expression, un peu pour l'emmerdeuse de service ? Non, j'ai refusé la photo de Jean-Émile qui n'est pas à son avantage parce qu'il a l'air un peu fatigué, etc., ou qu'il a de la bave qui coule, alors je fais volontairement une caricature, mais en tout cas les résidents d'EHPAD ou par exemple les travailleurs d'ESAT, ou en tout cas tous les gens que vous accompagnez avec brio, s'ils ne sont pas mis suffisamment en valeur, tu refuses, mais pour qui tu es passé ? Est-ce que tu es passé pour la méchante ou la maîtresse ou l'emmerdeuse au début ? Ni l'un ni l'autre, je suis passée pour l'extraterrestre. Heu, genre: «Mais c'est qui? Mais pourquoi? Mais pourquoi faire?» Tu vois cette question aussi, voilà, on a un journal, un magazine interne, pourquoi on irait communiquer? À quoi ça sert? Et même encore, si tu veux, il y a dans le secteur social, par exemple, tu vois, les éducateurs spécialisés, c'est compliqué de les mettre en avant, de mettre en avant leur travail et il faut vraiment faire preuve de pédagogie pour leur dire: «Mais si, on a tout intérêt à montrer tout ce que vous faites, comment c'est important pour, le vivre ensemble dans la société». Mais se mettre en avant, pour eux, c'est vraiment c'est pas une insulte, mais c'est voilà, c'est pas dans leur culture et parfois c'est encore compliqué. Les EHPAD, c'est bon, hein, ils ont tous, nos 14 EHPAD, elles communiquent super bien, elles sont au taquet. Le secteur travail et les travailleurs en situation de handicap, ils adorent ça. Ils adorent les réseaux sociaux, donc ils se plient au jeu, sans problème. Le secteur social, il y a encore du mal, mais c'est vraiment, Tu dirais culturel ? ouais. Mais ça s'explique comment ? Alors j'ai bien compris que c'était des gens qui travaillaient, qui n'étaient pas là pour se la jouer. Et puis c'est des gens qui n'aiment pas se mettre en avant parce qu'ils font un travail qui est absolument formidable. Regardez combien gagnent les EduxP, je connais très bien le secteur. Vous n'allez pas devenir millionnaire, sauf si vous investissez en start-up éventuellement, et encore, ou que vous jouez au loto. Mais trêve de plaisanterie. Comment tu expliques cette culture de vivons heureux, vivons cachés, alors que finalement dans le groupe, dans les EHPAD et dans les ESAT, eh ben, tout le monde s'est mis à la com, et ce depuis certainement quelques années avant que tu n'arrives. Comment tu expliques ce frein encore culturel du côté social ? Bah, c'est aussi,
le respect aussi qu'ils ont pour les personnes qu'ils accompagnent, le droit à l'image, toi des enfants, ou des situations qui sont très compliquées, qui sont mis à la rue, qui se font il y a des histoires de vie, c'est compliqué aussi de les mettre en avant plus qu'une personne qui est en maison de retraite, ou qui travaille, dans un ESAT. Je comprends que l'enfance, donc ce qui est de plus vulnérable quand on est jeune et petit, soit difficile à montrer parce qu'on sombre souvent dans le voyeurisme. Et c'est évidemment... Et la frontière est difficile, et aussi le côté, tu sais, image. On a fait les MEX, les maisons d'enfants à caractère social, qui accueillent vraiment des situations très, très compliquées. On a fait un film pour monter tout le travail avec des enfants, hein, et en fait, on a dû donc en interne, pas de problème, et on l'a transformé en bande dessinée pour qu'il soit vu de l'extérieur. C'est un magnifique film où c'est une petite fille qui arrive en MEX et qui raconte son quotidien, pourquoi elle est là, comment elle s'est intégrée, quelles sont les activités. Mais tu as la question de la droit à l'image qui est très, très important, et il faut jouer avec pour communiquer, et c'est compliqué. Mais pas impossible. Alors je comprends parfaitement, mais tu vois, je suis désolé Delphine, hein, je sais que tu penses exactement comme moi, mais tous ces camouflets, le droit à l'image, les enfants, les ci, les ça, on ne veut pas être misérabiliste, on ne veut pas non plus être voyeur, tout ça c'est du pipeau. Parce qu'il suffit tout simplement d'avoir 1 du courage, 2 du bon sens, et 3 de la volonté. Et quand on est une association comme la Vie Active, quelque part, il n'y a que ça. Donc, je pense que dans quelque temps, vous allez passer la vitesse supérieure côté social. Rome ne se fait pas en un jour, j'en conviens parfaitement. Mais je suis sincèrement désolé, quand on est humaniste et fraternel, ça ne veut pas dire pour autant qu'on se cache derrière des camouflets avec ces histoires techniques finalement ou juridiques qui n'ont, je trouve, aucun intérêt. Et bien évidemment, je mettrai avec très très grand plaisir le lien vers cette vidéo de cette petite fille qui arrive en MEX. Je ne connaissais pas, je pensais qu'on disait mec comme le bon mec ou le mauvais mec, un peu comme le bon ou le mauvais chasseur. Bon voilà, pardonne-moi. On a appris MEX, c'est qu'on est un ministre aujourd'hui. Exactement, et j'ai certainement encore beaucoup de choses à apprendre, donc je sens que je vais me coucher beaucoup plus intelligent, ainsi que nos auditrices et auditeurs. Donc ok, donc les choses avancent petit à petit pour le social, sont bien avancées du côté EHPAD, donc pour nos aînés, pour nos anciens, les AT, bon ça fait déjà une 20aine d'années qu'on parle de communication autour du handicap, et j'en ai fait beaucoup dans ma vie, et c'est un secteur que j'aime beaucoup, pour plein de raisons très personnelles. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui font partie de la Vie Active, parmi les 7, qui ont du mal à communiquer ou qui sont au contraire des champions du monde de la communication? Alors après, il y a une question d'appétence des directeurs. Il y en a que je ne vois jamais. Je n'ai pas été poussée, voilà, moi, ils me voient, ils me sport. Et il y en a d'autres, par exemple, la crèche. On a maintenant 2 crèches, une crèche en EHPAD et une crèche interentreprise. Eux, ils adorent communiquer, ils s'éclatent, et ils nous appellent dès qu'ils ont des événements. Ah, Les IME, pareil, il y en a, ils adorent, et qui font des superbes actions qu'ils aiment bien valoriser, et pour moi, c'est un bonheur, hein. alors peux-tu dire ce que c'est qu'un IME, s'il te plaît, pour nos auditrices et auditeurs? Un institut médico-éducatif. Alors ce qui veut dire en français, au-delà de l'anagramme de la chose? Et ça accueille des enfants en situation de handicap, hein. Voilà, tout simplement. Donc, au moins, vous apprenez plein de choses aujourd'hui grâce à Delphine. Et vous pourrez évidemment faire un don à la Vie Active ainsi qu'à Delphine, mais elle me le renverra avec mon compte en Suisse. Non, trêve de plaisanterie, Delphine. Je te remercie pour tout ce que tu nous dis là. J'ai une question qui me vient à l'esprit, Delphine, et qui est extrêmement importante. Tu dis que tu as 90 établissements, 4000 salariés, que tu as tes dirigeants d'établissements qui sont plus ou moins communicants, ce qui se respecte parfaitement, et c'est tout à fait normal. Mais comment ça se passe très concrètement? Ils te disent, tiens Delphine, on aurait bien parlé de ci ou de ça. Est-ce que tu as un comité de rédaction au sein de ta direction de la communication que tu diriges parce que tu as une équipe? Comment ça se passe très concrètement? Parce que le terrain... Alors certes, c'est pas dans toute la France, même s'il y a 3 EHPAD en Île-de-France, c'est plutôt dans le Nord Pas-de-Calais, donc quelque part c'est dans ta région. Mais comment vous faites? Parce que ça doit être extrêmement complexe à gérer, toute cette information. Parfois tu dois être celle qui dit non ou pas tout de suite. Déjà, j'ai une super équipe. Olivier, Guillaume, Andrea, Julie, que je salue. Julie, c'est notre documentaliste, qui est aussi un immense atout pour nous. On se répartit, c'est-à-dire qu'on se répartit les charges.
Et on est assez nombreux pour aller, sur le terrain pour les événements qui sont importants. Et les directeurs aussi jugent, hein, si, ça mérite ou pas qu'on vienne se déplacer puisque moi je suis à Arras, mais par exemple pour aller à Vimille, là on avait fait une expo photo pour mettre en valeur, les professionnels qui travaillent, dans le secteur humanitaire. C'est 1 heure et demie de route pour un événement qui va durer, 45 minutes. Mais on le fait parce qu'on sait que c'est important pour eux, pour les professionnels, pour la reconnaissance et voilà et que ça puisse être, mis en avant. Donc les gens ont du bon sens. C'est donc C'est donc eux. eux. D'accord, Et donc donc non, non, mais c'est vrai, hein. Enfin, ils savent jauger, ce qui est important ou pas. Alors certains ne mettent pas en valeur des actions qu'ils n'imaginent pas importantes et donc ça, c'est après, une fois que je le sais, je leur rappelle que, bah, ça, c'est important, ça, c'est une action, qu'on aurait pu valoriser, n'hésitez pas la prochaine fois, on est là pour vous. Ça, c'était un peu le discours de Frédéric, Fougera. C'est eux qui ont la matière. Nous, on la met en avant, mais c'est avant tout eux, c'est pour eux qu'on est là. et tu ne leur voles pas le premier rôle, qu'ils le comprennent bien. Ah bah, jamais, enfin, c'est pas mon intérêt, non, 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 on les met, c'est eux les stars, hein, j'ai envie de te dire. Ben, merci encore une fois de citer alors quelqu'un que j'adore, que j'ai vu pas plus tard que vendredi dernier, Frédéric Fougera, qui dit que la communication sert les entreprises. Elle n'est pas là pour faire sa propre publicité, elle est là pour servir les entreprises ou quelque organisation que ce soit. Et je trouve fantastique qu'à la vie active, il y ait encore du bon sens, chose qui n'est pas nécessairement très près de chez nous. Delphine, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours, parce que tu es DIRCOM, donc tu nous as parlé de tout ce que tu fais, et Dieu sait s'il y a de quoi faire, mais tu as aussi un parcours très institutionnel, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il te sert aujourd'hui en tant que directrice stratégie et communication de la vie active? Bah, il me sert puisque, je sais comment ça fonctionne au-dessus, comment fonctionnent nos financeurs. Je sais ce qui est intéressant ou pas pour eux. De toute façon, c'est aussi avoir une vision, du national, du régional, du départemental et maintenant du local. Forcément, ça enrichit, le travail que tu fais, les acteurs que tu sollicites et comment tu t'adresses aussi, à ces personnes. Donc oui, oui, ce parcours, aide forcément dans ma pratique, aujourd'hui. Tu parlais de tes financeurs, ce sont les agences régionales de santé, enfin c'est l'ARS qui te finance si j'ai bien compris, c'est ça? Il y a le conseil départemental, il y a Mhm. l'agence régionale de santé et évidemment il y a l'État, la DDE-TS. Parce que le secteur social et médico-social et l'État, on est dans un monde d'acronymes incroyables. On parlait d'IME, mais il y a les ITEP, il y a les IEM, il y a les EA. Tu as perdu tout le monde, c'est malin. C'est Oh là ça. là, Et mon ça, Dieu. c'est un gros problème, hein, parce que du coup, pour communiquer, c'est très difficile de slalomer entre ces différents acronymes, et en plus chacun a ses spécificités. Les établissements aussi veulent montrer leurs spécificités en disant: «Bah oui, mais nous, on a un IEM, on n'est pas un IME et puis, bah, nous, on est un ITEP» et voilà et c'est compliqué pour le grand public où là, je suis sûre qu'effectivement, comme tu as dit, je les ai tous lâchés pour sauf les spécialistes et c'est compliqué. Vraiment et c'est pour ça qu'on parle de personnes vulnérables, personnes fragiles, qui englobent, toutes ces personnes-là, qu'on soit une personne âgée, une personne en situation de handicap, une personne dans un fauteuil roulant, voilà. C'est incompréhensible pour la plupart des mortels, dont je fais évidemment partie. Bon, après c'est la vie, hein. La France est un pays qui adore les acronymes, qui est très administré, particulièrement pénible pour nous les entrepreneurs, et je n'ose même pas imaginer pour vous les entrepreneurs du social, vous les associations, mais c'est ainsi, et Dieu merci, tu sais naviguer, toi justement, de par ton superbe parcours, tu sais naviguer parmi tout ça, et je tiens à te féliciter, parce que là, j'imagine que le sens, le mot sens, S-E-N-S, prend tout justement son sens pour toi. Parce que là, tu as une tâche qui est réellement fondamentale et qui guide ta vie, si j'ai bien compris. Bah, en fait, c'est, se lever chaque matin, on le sait pourquoi, on le fait. On gère pas des patates, mais si tu veux mettre en valeur, défendre, les droits, des personnes fragiles, surtout aujourd'hui et ben voilà, ça c'est quand même quelque chose de motivant et effectivement, comme tu le dis très bien, ça donne un sens à ton action, à ce que tu fais et tu t'ennuies jamais parce que, comme tu le dis, c'est le secteur d'activité, que ce soit les personnes migrantes sur Calais, des enfants, qui ont 3-4 ans, qui ont été malmenés, ou une personne âgée qui a Alzheimer, bah, ouais, ça ça occupe et c'est valorisant.
Est-ce que tu n'as pas l'impression, par moment, je dis bien par moment, ainsi que tous tes collègues, tes 4000 collègues, d'être un peu des Don Quichotte? Jamais. Concrètement, sur le quotidien, tu peux pas être un Don Quichotte. Faut les accompagner, ces personnes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. L'enfant, il faut qu'elle progresse, il faut qu'on l'aide à être autonome. Donc il y a pas de Don Quichotte. Nous, on est dans le quotidien, on est dans le terrain, là. Je discutais avec une personne, justement au niveau national. C'est concret, ce que l'on fait. C'est extrêmement concret et l'État a bien besoin de vous également. On est d'accord. Merci, juste au passage. Ne serait-ce que pour les personnes en situation de handicap ou pour nos aînés. Enfin, vous avez des associations comme La Vie Active ont une prépondérance absolue pour que justement on puisse mieux vieillir, voire bien vieillir dans notre beau pays qui est le pays de la sécurité sociale et qui est quand même bien mis à mal. Delphine, on va parler éthique parce que tu diriges le comité éthique et tu as même un podcast qui s'appelle Questionnement éthique. Le premier épisode est sorti toute fin novembre sur la liberté d'aller et venir. Alors, quand on dit ça, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous brosser un petit peu tout simplement, ou nous pitcher, pour employer un mot de start-up, le podcast Questionnement éthique? Alors, depuis 2018, j'anime effectivement le comité éthique de l'association. Et l'objectif, c'est de prendre des situations qui nous interrogent. Et là, on s'était questionné sur la question de la liberté d'aller et venir quand on est en établissement médico-social, quand on est dans un EHPAD. Est-ce qu'une personne âgée, est-ce qu'elle est libre de sortir? Du coup, on rédige des avis, mais c'est comme la bureaucratie ou l'administration, c'est sympa, on a fait notre avis, mais l'objectif, c'est qu'ils vivent. Et pour qu'ils vivent, déjà, faut qu'ils soient accessibles. Donc nos avis sont traduits en facile à lire et à comprendre, c'est-à-dire que n'importe qui, avec des pictos, comprend notre avis. On le traduit en langue des signes, parce que comme tu sais, en plus, moi j'ai une appétence pour la question des personnes sourdes et muettes. Et également, on fait des films, alors humoristiques ou non, où on met en situation les personnes pour ensuite aller dans les établissements et le faire vivre. Et on a décidé également de faire un podcast où on interroge les personnes accompagnées, les professionnels sur le sujet que l'on a traité. Absolument. Et le premier épisode, donc, c'est sur le droit d'aller et venir dans un EHPAD, donc une personne âgée qui est pensionnaire, qui est résidente, en général, n'a pas nécessairement le droit de bouger, tout simplement parce qu'elle n'est pas nécessairement autonome. Donc, pour aller chercher son pain au chocolat, ça peut être non pas une affaire d'État, mais ça peut être un peu l'alerte Marie. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai mis dans la métadescription un film qui a été produit il y a quelque temps où il y a une résidente d'EHPAD, Marie, qui est malheureusement décédée et qui veut sortir. Donc c'est un film publicitaire d'1 minute. Vous verrez, ça prouve aussi que la communication de La Vie Active n'est pas larmoyante, n'est pas pénible. Vous savez, ce côté pénible des associations, oh, donnez-leur pour leurs petits vieux ou pour les petits Africains. J'ai eu une sainte horreur de ça. Dieu merci, les associations ont bien changé. Et vous êtes tout à fait moderne à La Vie Active parce que vous avez décidé de rire d'une situation extrêmement complexe et de fait très éthique. Mais je pense que c'est pas que La Vie Active. Toutes les associations, en fait, de secteur social et médico-social, si elles communiquaient plus, feraient rire. Alors, bon, forcément, il y en a qui ont peur d'aller sur ce terrain-là, mais il y a vraiment beaucoup de vie dans le secteur social, médico-social. Enfin, et les personnes en situation de handicap ont beaucoup d'humour. Et ça, on l'oublie. On pense que, effectivement, comme tu le dis, c'est le côté larmoyant. Pas du tout. Tu sais, dans des situations de crise où t'es pas bien, il reste le rire et c'est important. Là, j'ai reçu un message il y a pas longtemps où c'est une personne d'une autre association qui nous a dit: «Merci de nous faire rire, au moins il nous reste ça». Parce que, le quotidien, il est dur, hein. J'en parle, je suis assez dynamique, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, dans une situation, une société où c'est compliqué. Et heureusement, il nous reste, le rire et ça, j'y tiens, énormément. Mais en tout cas, ils ont de l'humour. Voilà, c'est pas parce que tu es handicapé, qu'il te manque une jambe, tu es sourd et muet, tu es handicap, moteur, tu es une personne autiste que tu as pas d'humour, c'est faux.
heureusement qu'il reste le rire. Quand on a une vie de merde, pardonnez-moi l'expression, par moment, c'est la seule chose qui nous sauve. Et Dieu merci, les pensionnaires et les personnes qui sont accompagnées par la vie active ont évidemment un très bon accompagnement avec des superbes professionnels, je rappelle. Et puis aussi, il y a le rire et dans la communication, cela se retrouve et pas uniquement sur la chaîne TikTok, je tiens à le dire. Vous avez des vidéos YouTube comme celle de Marie, qui est extrêmement drôle. Marie est décédée, on va d'ailleurs la saluer et lui dire paix à son âme en espérant qu'elle s'éclate bien avec Jim Morrison et Johnny Hallyday. Delphine, j'ai une grande question pour toi, tout aussi cruciale que le temps qu'il fait à Arras aujourd'hui. Quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication? Pas nécessairement dans le médico-social, mais dans la communication au sens le plus large du terme. La curiosité, puisque la communication, c'est très large. Et tu as de la communication, de l'événementiel, on en parlait, communication interne, la presse et tout ce qui est réseaux sociaux qui se développent énormément, l'IA. Donc d'être curieux, de faire différents stages dans différents domaines pour voir un peu son appétence, s'il est plus en agence qu'en entreprise, dans le secteur social, interne, événementiel, c'est important. Ou la crise aussi. Moi, j'ai vraiment adoré faire de la communication de crise. Donc d'être curieux et puis de développer un peu son... Je pense que chacun a une appétence, a une petite... je te parlais de la petite touche. Moi, tous mes stagiaires, je détecte un peu sur quoi ils sont à l'aise, sur quoi ils veulent aller et le développer parce que c'est là où on est bon. Pas besoin de s'acharner sur les choses auxquelles on n'a pas d'appétence. Et si vraiment c'est important, il faut être besogneux et y aller. Mais voilà, développer aussi ce pourquoi on a envie de faire et c'est là où on est bon. Je suis tout à fait d'accord, la curiosité est importante, le bon sens aussi, parce que tu en parles dans ta maison, ne l'oublions pas non plus. Et puis j'allais dire le courage également, vous les jeunes, c'est un peu pénible. Oui, communicant ou pas communicant, il faut du courage, effectivement. Exactement, los corones, comme on dit là-bas. Bon bref, je me comprends. J'ai une autre question pour toi qui est tout aussi complexe. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, Delphine? On va parler que de la vie active. C'est quoi ce que tu kiffes le plus dans ton job de DIRCOM et stratégie? La confiance. Pourquoi je suis là aussi depuis si longtemps, c'est la confiance que mon président et mon directeur général m'accordent. C'est-à-dire que j'ai carte blanche. Si je veux lancer un podcast sur l'éthique, je peux. Là, je vais lancer une campagne justement pour mettre en avant les métiers en tension du social médico-social. Je peux. Ils me font confiance et ça, je crois que c'est une chance incroyable. Je fais des posts de temps en temps qui sont un peu limites au niveau politique, mais ils me font confiance. Ils savent que je dépasse pas la limite. Là, j'ai créé justement avec Eric un réseau des communicants. Ils me font confiance. Voilà. C'est ça qui m'éclate dans mon quotidien, c'est que j'ai carte blanche. Et donc, du coup, mon imagination et les projets que je mène, je sais que je peux y aller. Et ça, c'est une chance folle. Comment tu l'as gagné cette confiance auprès de ton COMEX, dont tu fais partie, bien sûr? Alors, donc la vie active a un dispositif humanitaire à Calais. Et quand j'étais à la préfecture du Pas-de-Calais, j'intervenais j'étais chargée de mission auprès de la préfète et j'avais le volet humanitaire et social de la lande, de la jungle de Calais. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai connu l'association, le directeur général, le président. On avait travaillé 1 an ensemble et je peux vous dire que quand on travaille sur le sujet de la jungle de Calais, on a intérêt à se faire confiance et donc déjà, c'était acquis. Il me connaissait d'avant, si tu veux. Donc quand je suis arrivée, forcément, il me connaissait, il me faisait déjà confiance et le fait justement que j'ai travaillé dans des ministères ou l'ARS ou autres, savent que je suis quelqu'un de sérieux, si tu veux. Je connais les limites, j'ai assez d'expérience pour savoir où aller, ne pas aller, voilà. Et quand j'ai un doute, je leur demande et généralement on me dit non parce que je suis allée trop loin, mais je le sais d'avance puisque je suis allée les voir. Justement, le fait d'aller trop loin ou pas assez. Tu le disais sur LinkedIn, tu mets parfois des posts à tendance politique qui sont peut-être borderline. Tu as la confiance de ton COMEX, de ta direction, et encore une fois, on va les saluer. Comment s'appelle ton DG, comment s'appellent tes boss? Alors, mon directeur général, c'est Guillaume Alexandre et mon président, c'est Alain Duconseil. Alain et Guillaume, on vous salue bien évidemment. Mais justement, quand tu mords un petit peu la ligne,
Jamais tu t'es fait reprendre ou en disant bon dis donc Delphine t'es peut-être allé un peu loin ou quelque chose comme ça, Non, jamais? parce que quand je vais trop loin, justement, je publie pas. Ou alors je demande Ouais. l'autorisation et là, on me dit non. L'autocensure fonctionne. Je «m'auto-censure» entre guillemets. C'est quand je demande l'autorisation, c'est que je sais que je suis trop loin. D'accord, Et donc quand je la demande pas, c'est je sais que je suis ça va encore si tu veux. le bon Voilà. sens est encore là Exact, finalement. mais là, la communication, mon premier chef, que je salue, Jean, me disait: «La communication, c'est du bon sens» et je suis Ah! entièrement d'accord avec ça. Enfin, Ah! Comment s'appelle ce Jean? Quel est le nom de famille de Jean? Jean Deschartres et il venait de l'armée, c'est lui qui m'a formée, et voilà et c'était là vraiment c'est du bon sens, Delphine. Et qui m'a appris aussi à être diplomate, ce qui n'était pas mon fort. Parce que quand on travaille avec l'ensemble des ministères et que, ils n'ont aucun intérêt à travailler, et à être coordonnés, bah, tu as intérêt à être diplomate. Alors écoute, c'est une qualité que je t'envie, que je n'ai toujours pas réussi pardon, à avoir en plus de 50 ans. C'est un peu, voilà, bon écoute, je dis bravo et c'est vrai qu'un homme qui est passé par l'armée, qui a fait de la communication ne peut avoir que du bon sens, donc on dit bravo à Jean et on le remercie. J'ai une toute dernière question pour toi et Dieu sait si elle est compliquée Delphine. Selon toi, qu'est-ce qui manque à la communication de la vie active aujourd'hui ou dans les mois à venir? Qu'on aille plus loin, dans l'intelligence artificielle, je pense, former aux nouveaux outils, former aux nouvelles tendances. Ça demande du temps pour pouvoir le développer auprès des établissements aussi et voilà, en fait, qu'est-ce qui nous manque? C'est du temps. Comme d'habitude, ce qui équivaut à de l'argent. Et est-ce qu'en termes d'image, tu penses qu'il manque quelque chose aujourd'hui? Ah, c'est dur comme, question. Je te l'avais dit. Oui, tu m'avais dit, mais elle est quand même dure cette question. En termes d'image, non, 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 non. Je sais pas quoi répondre, pour, être honnête. Bon, écoute, il y a absolument aucun mal à ça. Moi, je pense que ça manque encore un peu d'audace. Je pense que ça manque encore de, non pas de professionnalisme, parce que tu as une super équipe. Et je la salue parce que je vois ce qu'elle fait et je dis bravo. Et vous avez une super DIRCOM, hein, les Jones, donc profitez-en. Mais je pense que ça manque. John, c'est vieux, hein? Alors, je n'ai vu que les jeunes sur TikTok, excusez-moi, aux plus anciens, si je puis dire. J'imagine que tu es la plus ancienne. Ah non, tu m'as dit que tu avais recruté, entre guillemets, une personne plus âgée qu'on appelle abominablement un senior. C'est bien ça? Tout à fait. On parle que des petits jeunes et cetera et en fait, bah, non, il faut penser aussi aux personnes qui ont plus de 55 ans et c'est Olivier et c'est un pilier, il est là depuis pas longtemps. Je m'éclate avec lui et de l'audace, il en a. Après, tu sais, ça se construit, hein, c'est ce que je t'expliquais, le social, médico-social, on part de loin quand même en termes de communication et c'est encore une marche à franchir mais je pense c'est qu'une question de temps. Oh, j'en suis intimement convaincu. Je pense que l'année prochaine, vous serez tellement audacieux que vous serez, comment dire, la pierre angulaire de la communication dans le médico-social. On dira toujours, mais ça ressemble un peu à la vie active. Ah ouais, c'est très la vie active, tout ça, toutes ces campagnes. Donc, C'est la vie active touch, exact, une lacune. exactement, c'est la trend, la vie active. C'est même un état d'esprit, c'est même un Non, mindset, mais comme c'est on dit là-bas. vrai, tu as un état d'esprit par association. On peut pas comparer, ça je te rejoins parfaitement. La vie active, c'est un style et il y a plein d'autres associations qui ont leur propre style et tant mieux. Et la trend, comme tu dis, c'est absolument pas La trend, la tendance, oh là là, Delphine, s'il te plaît, please, comme on dit là-bas. je suis en France, cher Laurent. Bon, on va se quitter là-dessus, mais en tout cas, je tiens déjà à te féliciter, déjà pour ton parcours, qui évidemment est plein de sens, et aujourd'hui, il prend encore plus de sens. Et quelque part, comprenez-le, chers auditrices et auditeurs, la communication, Delphine, elle commence dans la com, fait toujours de la communication lorsqu'elle part dans les divers ministères et agences régionales de santé, par exemple, ou auprès de la préfète du Pas-de-Calais, parce que aller gérer la jungle de Calais, hein, vous avez bien compris que c'est des histoires de migrants. On en a suffisamment entendu parler et on entend suffisamment parler depuis de très nombreuses années. C'est loin d'être une sinécure. Hein, donc, sincèrement, il faut être costaud. Et aujourd'hui, à la vie active, quelque part, avec toute cette expérience que tu as emmagasinée, ces crises que tu as su gérer, eh bien, je te dis bravo parce que, tu vois, moi, j'ai peu fait passer d'associations dans le décodeur de la com. Et je suis heureux de voir qu'il y a une DIRCOM et qui plus est, directrice stratégie d'une si belle structure que je ne connaissais pas, je l'avoue, et puis qu'il y a de l'audace, qu'il y en aura encore plus grâce à Olivier et grâce à la magnifique équipe. Et je serai très 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 heureux d'entendre parler de la vie active touch ou de la trend vie active. Hein, Delphine, je compte sur toi. Merci beaucoup en tout cas pour ton invitation, Laurent.
Ce que je te propose, c'est que tu reviennes pour le podcaston. Alors, qu'est-ce que c'est que le podcaston? C'est on met en avant des associations. C'est en mars 2025. Et si tu n'y vois aucun inconvénient, étant donné que nous n'avons pas parlé crise, toi et moi, et que tu en as fait beaucoup, parce que tu es aussi enseignante en communication de crise, j'aimerais bien que tu nous parles à la vie active de com de crise que tu as géré. Est-ce que cela te dit? Avec grand plaisir. Surtout qu'il y a de quoi dire, malheureusement, et c'est pas nécessairement au sein de la vie active, mais c'est par rapport au public vulnérable dont tu parles. Donc, en tout cas, je tiens à te remercier, c'était un véritable plaisir que d'échanger avec toi. Et chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une super nana, comme disait Michel Jonas. Bon, vous irez taper sur Google qui est Michel Jonas, c'est un magnifique éditeur aujourd'hui, et c'était un très très grand chanteur que ma maman adorait. Donc, quand on entend une super nana comme Delphine, on met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify, on s'abonne au décodeur de la communication, et comme je suis un homme plein d'humanité, eh bien je mettrai évidemment le lien vers le podcast de la vie active autour du questionnement éthique. Alors vu comme ça fait un petit peu peur, mais vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Et c'est Delphine qui présente et qui anime Que demande le peuple? Bref, 5 étoiles Apple, 5 étoiles Spotify, on s'abonne. Et merci à toi Delphine, et tu reviens bien donc au printemps. Il fera moins froid certainement qu'aujourd'hui à Arras. Merci Laurent, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.